Ici Satu. Pour une raison inconnue, l'expression « nation maritime » m'évoque une île artificielle flottante dans l'océan Pacifique. J'ai dû lire un roman de science-fiction mémorable sur une nation flottante comme celle-là. Est-ce Ishrali? Arisa désigna une structure plus loin, qui ressemblait à une île. Le royaume d'Ishrali se trouvait dans la zone immédiatement après l'île volcanique. C'était une nation insulaire composée de plusieurs centaines d'îles de tailles diverses, centrée autour d'une île de la taille de Shikoku, la plus petite des 4 îles principales du Japon. La plus grande île contenait une crique semblable à un lac, au centre de laquelle se trouvait la capitale d'Ishrali. Contrairement au climat subtropical de la zone précédente, le temps ici était léger et estival. Le climat semblait contrôlé par un centre-ville. Je crois, oui, je répondis vaguement à la question d'Arisa en regardant la carte. L'endroit qu'Arisa désignait semblait être une colonie aux abords d'une île en forme de beignet. Océan compris, Ishrali avait à peu près la taille du duché d'Ugosh, mais sa population représentait à peine un dixième de celle du duché. La plupart des habitants semblaient vivre sur les plus grandes îles. Comme on m'avait prévenu, il y avait beaucoup de pirates sur le territoire du royaume, mais comme nous étions si loin de la route habituelle, nous n'en avons rencontré aucun. On ne croise pas beaucoup de monstres ici. Enfin, on n'est plus dans un territoire dominé par les monstres. Nous avions capturé toutes sortes d'animaux marins en chemin. Les hippocampes de quartz vert et les ailerons de requins volants atteindraient probablement un prix particulièrement élevé. Non pas que j'ai l'intention de les vendre. Je suppose. Mais qu'en est-il de mon Otoro? Demanda Arisa, les yeux brillants de gourmandise. Je comprenais son impatience, mais nous cherchions des thons. Il ne semble pas être dans cette zone non plus. Je ne les trouvais nulle part. Peut-être avait-il une large aire de migration. Maître, un petit dirigeable approche, je vous le signale. Levant les yeux vers l'endroit que Nana désignait, j'ai vu une sorte de baignoire avec des ailes de libellule foncer droit sur nous. Son pilote était un homme à la moustache touffue. Êtes-vous des pirates? Parlez, plus grand que compétence acquise, langue ishraliaise. La langue de ce pays ressemblait beaucoup à la langue ancienne. S'ils descendaient de la Laki, je pensais qu'ils utiliseraient quelque chose de plus proche de la langue sacrée. Surtout par curiosité, j'ai investi quelques points dans la nouvelle compétence et je l'ai activée. Traduction, moins, ne s'appliquait qu'à la parole, pas à la lecture, de toute façon. Vous, des pirates, oui, non? Comme je ne répondais pas, l'homme moustachu s'est adressé à nous en shigane brisé. Nous sommes un navire marchand du royaume de Shiga. Nous souhaitons faire escale dans la capitale d'Ishrali. Après un bref échange de questions-réponses, l'homme nous a guidés jusqu'à l'unique porte de la crique. Grosse, incroyablement incroyable, monsieur. Sur une falaise surplombant la porte se dressait une forteresse en forme de dôme équipée de 2 immenses canons magiques. Plus petits que canon magique Totori, modèle de 8e génération. Aussi connu sous le nom de canon dragon, il possédait la plus grande puissance d'attaque de la dynastie Lalaki. Grâce à ces canons dragons, la technologie des canons magiques de Totori était considérée comme la plus avancée au monde. Cela poussa un ingénieur Lalaki envieux à dénoncer le Sénat, accusant la famille royale Totori de trahison, ce qui entraîna sa chute ainsi que celle du château flottant. Le prince s'enfuit avec les canons dragons, perdus à jamais dans les annales de l'histoire. Rei entra en transe et donna une longue explication en langue sacrée. Larva, tu es très instruite, je te félicite. Nana? Reprenant ses esprits et voyant Nana la soulever dans ses bras, Rei cligna des yeux, perplexe. Elle s'était tellement habituée à la langue shigane qu'elle la parlait même, surprise. Le fait que les autres filles, et pas seulement Nana, lui apprenaient aussi, a sans doute aidé. Notre navire traversa l'étroit passage entre les falaises et se dirigea vers la crique. C'est un peu effrayant de voir à quel point ces murs sont proches. N'aie pas peur, Lulu. Si le pire devait arriver, le maître nous protégerait. Normalement, Lisa aurait proposé de se protéger elle-même, mais apparemment, les cas extrêmes, comme les catastrophes naturelles, me revenaient. Mais je les protégerais vraiment d'un glissement de terrain, d'un raz-de-marée, etc. Soldats, il y en a tellement, monsieur. Tama et Pochi levèrent les yeux vers les garnisons de défense creusées dans les parois des falaises. Les plus jeunes saluèrent les soldats, qui leur rendirent gentiment l'appareil. Peu après, notre navire déboucha dans la crique et nous fîmes route vers l'île au centre. Quel endroit agréable, remarqua Arisa. La température dans la crique rappelait une douce journée de printemps, et les vagues étaient douces et calmes, ne faisant presque pas tanguer le bateau. De nombreux petits bateaux de pêche flottaient dans l'eau, ramenant des poissons tropicaux multicolores. Tourbillonnante? C'est une ville en spirale, monsieur. Une coquille d'escargot. Tama, Pochi et Mia contemplaient l'île qui abritait la capitale d'Ishrali. C'était une cité à plusieurs niveaux, ressemblant à un coquillage sculpté. On aurait dit un univers de science-fiction plutôt que de fantaisie. Arisa resta silencieuse un instant, mais au moment où elle murmurait un « alors »,
Plein d'espoir, les pupilles de Rei disparurent et elle entra de nouveau en transe. Plus petit que bâtiment de style Totori. La structure en spirale était caractéristique de l'île flottante Totori. Plus grand que, l'explication de Rei fut assez brève cette fois. À en juger par cela et les informations précédentes, les habitants de cette île semblaient être les descendants d'une nation appelée Totori, de l'époque de la dynastie Lalaki. C'était probablement une nation vassale de Lalaki, ou quelque chose comme ça. De gros navires? Ils ont des rames et des voiles, alors ils doivent être forts, monsieur. Dans une partie du port se trouvait un quai réservé aux cuirassés, comprenant 5 grands navires de guerre et 40 plus petits de différentes tailles. Comme l'observa Pochi, les navires de guerre d'Ishrali étaient tous des voiliers à rames. La flotte semblait étonnamment nombreuse pour une si petite nation, mais ils avaient probablement besoin de se protéger, car ils se trouvaient au milieu d'un océan infesté de monstres. La plupart des grands navires de guerre étaient en bois, mais le vaisseau amiral au centre, plus grand que les 4 autres, était fait d'un alliage de mithril. Il paraissait un peu délabré, comme s'il revenait tout juste du combat. Plus petit que la bête de feu, plus grand que... J'entendis un mot familier porté par le vent venant du port, alors j'utilisai les sorts de magie spatiale clairvoyance et clairaudience pour vérifier. Ma compétence, oui fine, ne fonctionnait que dans une certaine zone, après tout. Capitaine, nous avons dépêché un messager. Mais la rumeur est-elle vraie? Oui, c'est vrai. L'osseau de l'île cracheuse de feu a été brisé et la bête de feu a été ranimée. Nos forces terrestres ont été complètement anéanties, et l'autre navire de guerre a défié la bête de feu pour nous permettre de nous échapper. Mais qui voudrait ranimer la bête de feu? Le roi squelette. Quoi? Un témoin d'une île voisine a dit avoir vu un vaisseau fantôme volant. Impossible, en veut-il au canon dragon d'Ishrali, alors? En effet, il a sans doute l'intention d'inciter la bête de feu à nous attaquer, puis de voler les canons une fois notre nation consumée par les flammes. Quel plan machiavélique! Tout cela pour faire tomber Lalagi. Je vois, le roi squelette avait donc un plan en tête depuis tout ce temps. J'ouvris ma carte pour vérifier où se trouvaient le roi squelette et Yuneya. Le roi squelette était toujours dans le monde des esprits, comme ce matin-là, mais Yuneya se trouvait dans une zone dont je n'avais jamais entendu parler, appelée le domaine du Kraken. Puisqu'ils semblaient passer à l'action, je ferais mieux de les surveiller de plus près. Plus petit que Villa Royale de Totori. Un château flottant de type palais. Ressemble beaucoup à celui utilisé lors de l'évasion du prince. Plus grand que, le lendemain de notre arrivée à Ishrali, je visitais le château royal avec Rei. Est-ce qu'elle va bien? Oui, elle a juste tendance à se parler à elle-même. Le fonctionnaire du ministère du Commerce, à l'origine de notre présence au château, jeta un regard alarmé à Rei. Apprenant à notre arrivée que notre navire provenait du royaume de Shiga, il nous aborda pour négocier l'achat de soie de Shigan. Plus petit qu'il nous faut absolument de la soie pour la cérémonie de passage à l'âge adulte de son Altesse la princesse, plus grand que, profitant de son besoin évident, je lui ai offert de la soie en échange d'une audience avec le roi d'Ishrali. Il devait sérieusement vouloir cette soie, car dès le lendemain, ma requête fut acceptée, d'où notre visite au château. Bien sûr, je cherchais à contacter la famille royale dans l'espoir que cela rafraîchisse la mémoire de Rei et guérisse son amnésie. Plus petit que motif nénelier. Un style de gravure originaire de l'île flottante Nénelier. Populaire sous la dynastie Lalaki, plus grand que, en écoutant les murmures de Rei, en état de transe, j'ai examiné de plus près la structure du palais royal. Il y avait une structure en arc répété, composée de piliers, qui soutenait d'autres piliers au-dessus, créant un espace majestueux semblable à un dôme. Cela me rappelait une architecture que j'avais vue lors de mon voyage en Europe. La cathédrale Sainte-Sophie, peut-être? Ne vous inquiétez pas, nous veillerons à éviter de tels murmures devant le roi. Le fonctionnaire paraissait toujours nerveux, alors je lui adressai un sourire rassurant tandis que nous suivions la dame de la cour qui nous guidait. Contrairement aux hommes, généralement vêtus à la manière de l'Empire romain d'Orient, la femme portait un tissu fin drapé sur un gilet court et une jupe portefeuille, ce qui laissait entrevoir ses courbes envoûtantes lorsqu'elle marchait devant nous. De face, son ventre était très exposé. Globalement, c'était une sorte de mélange de style romain et de costume des 1001 nuits. En traversant l'immense dôme, nous atteignîmes un trône au centre de la pièce. Il était surélevé de 2 marches par rapport au sol. Rei leva les yeux vers le dôme et commença à l'expliquer, mais comme nous étions sur le point d'avoir notre audience avec le roi, je la sortis de sa transe d'un léger coup de coude. Il me sembla que ces transitions d'entrée et de sortie de transe devenaient plus fluides. « Êtes-vous le marchand qui souhaite nous offrir de la soie pour ma fille ?» Le roi d'Ishrali me regarda du haut du trône et parla, en ishraliais, bien sûr. L'homme avait un air d'oncle maléfique, donnant l'impression d'avoir beaucoup joué dans sa jeunesse. Sa couronne était un tour de fil d'or richement décoré de larmes du ciel, une impression bien différente de la couronne plus traditionnelle du royaume de Shiga. Les larmes du ciel étaient des joyaux parfaitement ronds qui scintillaient à la lumière,
ce qui me permettait de comprendre pourquoi les nobles de Shigan les appréciaient tant. Quoi, c'est de l'Alua. Mon écran de rat les appelait larmes du ciel, résine d'Alua. Avec la compétence analyse habituelle, il n'affichait que larmes du ciel. L'Alua était un matériau que j'avais acquis au village elfique et que j'avais utilisé pour le revêtement du pont et les tasses et assiettes incassables préférées de Tama et Pochi. Ouvrant ma carte, je cherchais les arbres produisant la résine servant à fabriquer l'Alua. Ils poussaient sur une île déserte. La famille royale la monopolisait probablement pour produire les larmes du ciel. Ma curiosité étant maintenant satisfaite, je reportai mon attention sur le roi. C'est un honneur de vous rencontrer, Votre Altesse. Je suis chevalier héréditaire de la baronnie de Muno, dans le royaume de Shiga. Je m'appelle Satou Pendragon. J'ai jugé préférable de répondre honnêtement à sa question, alors je me suis présenté et me suis incliné avec noblesse. Heureusement, les cours de nouvelle noblesse que j'avais suivis à la baronnie de Muno m'avaient appris à me présenter à un roi étranger. Alors, vous êtes un noble, pas un marchand ? Pardonnez-moi, le roi hocha la tête avec magnanimité, m'incitant à poursuivre. C'est de la soie de jade du royaume de Shiga. De la soie de jade, vous dites ? Le roi, le fonctionnaire à côté de nous et même les nobles alentours s'exclamèrent de surprise. Je ne pensais pas que ce soit si extraordinaire qu'un roi réagisse ainsi. Vous avez évité l'absurde taxe imposée par l'Alagi ? Auriez-vous par hasard un titre de baron des liqueurs ? Il s'avéra que le royaume de sorcellerie de l'Alagi s'attirait les foudres d'Ishrali en imposant des taxes sur la soie de jade plus de 100 fois sa valeur à chaque passage d'un navire marchand. Leur objectif était de vendre leurs produits concurrents, la soie rouge, au prix fort et d'acheter les larmes du ciel à moindre coût. J'avais bien sûr obtenu toutes ces informations auprès des citoyens d'Ishrali, il valait donc mieux les prendre avec des pincettes. Si vous avez apporté des cadeaux en soie de jade, et d'une telle qualité, qui plus est, vous cherchez sans doute à obtenir le droit de faire le commerce des larmes du ciel, n'est-ce pas ? Très bien. Cela provoqua une agitation presque hurlante parmi les fonctionnaires et les vassaux présents. Mais d'abord, je dois vous parler. Venez par ici. Sur ces mots, le roi d'Ishrali se leva et me conduisit vers un passage réservé à la royauté, derrière le trône. Le fonctionnaire fut contraint de rester, mais Rei fut autorisé à m'accompagner. Plus petit que Aquasphère. Un appareil magique fait de pierre de vent et de pierre d'eau qui produit constamment des bulles d'eau. Plus grand que, en regardant une sculpture dans le couloir, Rei entra de nouveau en transe. Ce couloir spécial était un vaste couloir ouvert avec vue sur le manoir et la ville fortifiée en contrebas. Elle ne semblait pas très bien protégée contre les tentatives d'assassinat. Plus petit que quelle jeune fille instruite. A-t-elle des liens avec la famille royale de l'Alagi ? Plus grand que, il semblait que le roi d'Ishrali parlait la langue sacrée. Plus petit que je n'en suis pas sûr. Elle souffrait d'amnésie quand nous l'avons trouvée. Plus grand que, plus petit que haut, vous comprenez bien la langue sacrée pour quelqu'un de si jeune. Vous pourriez peut-être donner des cours particuliers au prince ? Je vous donnerai un titre bien plus noble que celui de chevalier héréditaire. Plus grand que, je n'étais pas certain du sérieux du roi, mais lorsque j'ai poliment décliné, il a semblé indifférent et s'est tourné vers Rei. Plus petit que qu'est-ce que vous savez de celle-là ? Plus grand que, le roi a pointé du doigt un objet mystérieux au sommet du château royal. Plus petit que protection de la lumière céleste. Un pouvoir protecteur accordé aux habitants du ciel par les dieux. Plus grand que, plus petit que c'est exact. Avec la protection de la lumière céleste et les canons du dragon, même le roi squelette ne peut nous atteindre. Plus grand que, je me demandais pourquoi le roi mentionnait le roi squelette et non la bête de feu. À ces mots, Rei sortit de sa transe et sembla vouloir dire quelque chose, mais resta finalement silencieuse. Garder le prince ? Justement. Vous savez sûrement que l'Alagi organise bientôt le festival de Skydi ? C'est la coutume pour le prince de faire une apparition en signe de bonne volonté. Arrivé dans la suite privée du roi d'Ishrali, il fit une demande inattendue. Il voulait probablement envoyer son fils dans une autre nation au cas où la bête de feu attaquerait. Pourtant, confier son précieux fils à quelqu'un qu'il venait de rencontrer semblait un peu imprudent. Pourquoi demander à un étranger comme moi ? Ishrali est réputé pour son impressionnante marine. J'en ai besoin pour le... Non, peu importe. Le roi commença à parler de la bête de feu, puis s'interrompit. Oubliez tout ce que je viens de dire. J'aimerais plutôt que vous transportiez un messager pour moi. Votre navire devrait sûrement pouvoir transporter un messager sans garde, n'est-ce pas ? On dirait bien que vous allez envoyer le prince déguisé en messager. Voici votre récompense. Le roi déposa sur la table une bourse remplie de larmes du ciel. Cela semblait excessif pour un seul messager. Ce n'est sûrement pas nécessaire pour un seul messager. Je paye aussi pour votre extrême hâte. Le roi me coupa la parole. Veuillez vous préparer à quitter Ishrali après-demain. C'était logique. Un navire plus grand prendrait beaucoup plus de temps à préparer le départ et n'aurait certainement pas le temps d'acheter ou de vendre des provisions. La généreuse récompense servait donc à compenser le coût et les inconvénients d'une préparation rapide.
Très bien, je ferai tout mon possible pour répondre à vos besoins. J'imagine que les pères aimants existent même dans un monde parallèle. Tant que nous nous assurons que le prince s'amuse au festival de l'Alagi, cela ne devrait pas poser de problème. Alors, vous acceptez. Merveilleux, je vous prête une chambre au château. Venez dîner ce soir et demain aussi. Sur ces mots, le roi nous reconduisit dehors. J'aurais aimé poser des questions sur l'Alaki, mais je pourrais sans doute le faire au dîner. Maître, par ici, par ici. Arisa m'appela avec le sort de magie spatiale téléphone, alors je me rendis dans le quartier commerçant de la ville fortifiée. Apparemment, elle voulait me montrer une sorte d'atelier de coquillage. L'enseigne indiquait Libura avec un logo sophistiqué qui semblait tout droit sorti d'un livre d'art de jeux vidéo. Puisque Bura était le mot pour atelier dans cette langue, le nom du magasin signifiait probablement Atelier Lit. Qu'en pensez-vous? Incroyable, non? Oui, vraiment. On dirait plus un atelier d'art qu'un atelier. En regardant l'une des délicates pièces de coquillage, je remarquai quelque chose d'étrange. Le prix, estimation, était bien trop bas. Les plus grosses pièces coûtaient des pièces d'argent, mais les autres valaient généralement une pièce de cuivre. Combien coûte celle-ci? Elle coûte toutes 3 pièces de cuivre chacune. Le commerçant me donna un prix 3 fois supérieur à mon estimation du marché, mais ce n'était pas un problème. Normalement, je marchanderais au prix du marché, mais là, ça me semblait insulter leur travail délicat. Eh bien, plutôt bon marché, non? Oui, j'ai hoché la tête. Une œuvre d'art aussi élaborée devrait valoir au moins une pièce d'or. La plus grosse pièce, une couronne de perles et de coquillages, irait à merveille sur une sirène, une fille nageoire. Elle donnerait à n'importe qui l'air d'être la reine d'un royaume sous-marin. Tu ne crois pas qu'on pourrait les revendre? C'est pourquoi Arisa m'a fait venir. C'était logique. Puisque je leur ai donné à chacun l'équivalent d'une pièce d'or, elle devrait pouvoir s'en acheter une si elle le souhaitait. Ce serait le cadeau idéal pour les nobles de la capitale royale et de la cité du labyrinthe, alors j'ai décidé d'accepter le plan d'Arisa. L'idée de faire fortune grâce au commerce a toujours été séduisante, après tout. Alors si vous avez du stock, j'adorerais faire un achat en gros. C'est vrai, la jeune femme me l'a suggéré, alors je reviens de notre entrepôt avec une liste. D'après le commerçant, il possédait environ 300 pièces en tout, mais seulement une quinzaine étaient de la qualité si complexe que l'on pouvait voir en vitrine. Je crains de n'avoir que des pièces du royaume de Shiga. Ça vous va? Oui, bien sûr. On trouve rarement des pièces de cuivre Shigan par ici, alors les commerçants les échangent gratuitement. Les pièces de cuivre d'Ishrali ne faisaient qu'un tiers de la taille des pièces de cuivre Shigan, alors j'ai réalisé que le prix que le propriétaire m'avait donné correspondait en fait à mon estimation initiale. Quoi qu'il en soit, c'était beaucoup trop bon marché, alors j'ai ajouté quelques pièces supplémentaires. Maître Noble, si vous le souhaitez, pourriez-vous aussi me faire visiter la boutique de mon ami? Après avoir payé, j'ai accepté la proposition du commerçant. Avec le reste de mon groupe, j'ai continué à commercer à l'atelier de perles, ainsi qu'à l'atelier de corail. La boutique de perles s'appelait Lebura, et celle de corail Toribura. Toutes deux présentaient un savoir-faire d'une grande qualité, digne des coquillages. L'atelier de corail, en particulier, possédait un stock important, avec une gamme variée allant des accessoires à la décoration intérieure. J'ai donc acheté un stock conséquent. Après tout, les produits à base de matériaux marins comme le corail et les perles étaient très prisés dans l'arrière-pays du royaume de Shiga. Je m'appelle Saba Anish. La présentation du beau prince aux yeux tombants fut interrompue par un coup de coude violent du roi d'Ishrali. Il allait probablement donner son vrai nom au lieu d'un pseudonyme. J'étais la seule invitée au banquet. Les filles étaient invitées à un festin dans la salle du château qui nous avait été attribuée. Sabaïch, merci de m'avoir emmené à l'Alagi. Le prince se présenta d'un ton toujours aussi royal, provoquant un grognement du roi. Faisant de mon mieux pour paraître complètement inconscient, je me présentais à Sabaïch. Après une brève conversation, je questionnai le roi au sujet de l'Alaki. L'Alaki vous intéresse-t-elle? Oui, je fais justement des recherches là-dessus. Grâce à mon talent de fabrication, je trouvais une raison plausible sur le champ. Je doutais qu'il m'aurait cru si je lui avais dit que j'essayais de ramener Rei, la demi-fantôme, chez elle. Si c'est un trésor que vous cherchez, je vous le déconseille. Le roi sirota un verre rempli d'un cocktail à l'orange en me lançant un regard d'avertissement. Même l'Empire Flux a échoué dans sa quête du trésor de l'Alaki. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, alors j'attendis que le roi poursuive. C'est écrit dans nos livres d'histoire. Lors de sa bataille contre un seigneur démon, cet empire a envoyé une importante flotte à l'est de l'Alagi à la recherche des armes ancestrales. J'ai vérifié l'emplacement en question sur ma carte tout en écoutant. Le royaume de sorcellerie de l'Alagi se trouvait au sud-ouest de notre position actuelle, Ishrali. Alors, peut-être que cette zone était au sud-est? La quasi-totalité de la flotte a été coulée par des monstres appelés « progéniture du Seigneur des mers », dans le domaine du Kraken, près des îles du Dragon des mers.
Un seul capitaine a réussi à ramener son navire pour raconter l'histoire. Le roi a ensuite expliqué que le navire de guerre en alliage de Mithril qui se trouvait dans leur port avait été volé aux survivants de l'Empire Flux. Grâce à ces progénitures du Seigneur des mers, la flotte de cet empire cupide a été détruite, ce qui les a empêchés de voler notre autonomie ni nos canons à dragon. Le roi a ri de bon cœur. J'imagine que même les monstres peuvent parfois s'avérer utiles. Lorsque je lui ai posé la question, il m'a expliqué que la progéniture du Seigneur des mers était le terme générique désignant une variété de monstres ressemblant à des pieuvres qui vivaient dans le domaine du Kraken. On dit que l'Alaki a sans doute coulé quelque part dans les vastes étendues du domaine du Kraken, mais s'y aventurer serait suicidaire. Évite cet endroit, je te le dis. Sur ce, le roi et le prince m'ont conduit à la salle du banquet. Le festin comprenait toutes sortes de fruits de mer. Le poisson géant bouilli à la sauce soja, en particulier, était incroyablement délicieux. Malheureusement, il n'y avait pas de sashimi, mais le talent remarquable des chefs transparaissait dans chaque plat, si bien que chaque plat était un délice pour les papilles. Ce fut cependant le dernier moment de détente que je passerai à Ishrali. À l'aube du lendemain matin, à la demande du roi, nos préparatifs de départ commencèrent à la hâte. Sœur Pendragon, je ne peux plus continuer. Le prince Sabaan tomba dans mes bras en gémissant. Peu après notre départ du port, le prince fut pris d'un mal de mer insoutenable. Ignorant les cris d'Arisa depuis sa cabine, qui ressemblait à Satouix Sabaïch, quel beau navire. Un chotapal et un beau prince bronzé. Je soulevai Sabaïch, affalé. Ne soyez pas bête, j'ai des médicaments contre le mal de mer. Désolé, mais ça ne marche pas sur moi. Je ne m'attendais pas à ce que le prince d'une nation maritime soit si mal loti sur un navire. Que dirais-tu d'un médicament pour te donner sommeil, alors? Oui, ce serait super, merci. J'espère que nous serons à l'Alagi à mon réveil. Je donnai au prince une potion de sommeil longue durée et le déposai dans une cabine d'invités sur le gaillard d'avant. Le prince étant endormi pendant le voyage, nous pouvions utiliser le mode avion, donc ça convenait à tout le monde. Arisa, je lui donnai une légère tape sur la tête pour étouffer ses marmonnements incontrôlables et retournai sur le pont. Les navires de garde ne nous avaient pas suivis au-delà du portail. Ishrali avait probablement besoin de toute sa marine pour se préparer à l'arrivée de la bête de feu. Maître, encore des pirates. Alors, ce sont 3 petites galères, cette fois, hein? Une demi-journée s'était écoulée depuis notre départ d'Ishrali. Comme je l'avais entendu dire au bar de Sutoandal, de nombreux pirates patrouillaient entre Ishrali et le royaume de sorcellerie de l'Alagi. Ce serait galère d'arrêter les pirates et de les amener jusqu'à l'Alagi, alors nous nous contentions de les chasser sans grande prime et de couler les navires remplis de pirates aux nombreuses primes. Les galères attaquaient généralement par derrière les îles, les pirates pouvaient donc simplement nager jusqu'au rivage. Bien sûr, leur survie sur ces îles désertes infestées de monstres dépendait de leur capacité et de leur chance. Certains des bateaux pirates qui nous ont attaqués étaient en réalité des structures semblables à des navires, sur le dos de monstres géants ressemblant à des poissons ou des tortues, mais nous avons quand même réussi à les affronter. Bien sûr, les monstres géants en question ont atterri directement dans nos réserves. Quelle espèce? A demandé Arisa. Des monstres vraiment maléfiques, ai-je répondu après avoir vérifié leurs informations de prime. Il ne semblait pas avoir d'esclaves à bord, alors j'ai attaqué le navire avec une attaque préventive de mur d'eau, le renversant et perçant quelques trous dans le fond avec étourdissement court pour le couler. À ce stade, j'avais maîtrisé la procédure. Maître, je recommande un changement de cap. Bonne idée. J'ai fait un signe de tête à Nana et j'ai ouvert ma carte. Nous étions sur le point de quitter la zone d'Ishrali. Dès que nous avons quitté, j'ai fouillé toute la carte, pour explorer le royaume de sorcellerie l'Alagi. La région était à peu près de la même taille qu'Ishrali, mais sa population était environ 30% plus nombreuse. L'île qui abritait la capitale était assez vaste, à peu près aussi grande que Hokkaido. Comme Ishrali, elle était principalement peuplée d'humains, avec très peu de demi-humains. Un petit nombre de demi-humains marins vivaient autour d'une île au fin fond de la région. Bien qu'Ishrali grouillait de pirates, il n'y en avait pratiquement pas à l'Alagi. Il semblait rester sur la partie de la route du sucre qui reliait Ishrali à l'Alagi. Le cœur de la ville, ici à l'Alagi, semblait avoir une température plus élevée qu'à Ishrali. Plus nous nous rapprochions de la capitale, plus il faisait chaud. Arisa, dis-je brusquement, ils sont là. Quoi? Répondit-elle d'un ton neutre. Ton, où? Il y en avait plusieurs dans la mer à l'est-sud-est de l'Alagi. C'était sûrement là qu'ils vivaient. J'ai marqué le ton tout en discutant avec Arisa. Tu ne vas pas t'en sortir. Ils sont un peu loin, on devrait d'abord s'occuper de ça à l'Alagi. Arisa et moi avons échangé un regard et nous avons souri en même temps. Nous avions plein de wasabi et de radis décon pour la garniture, ainsi que du riz blanc et du vinaigre pour faire du riz à sushi. Il ne nous manquait donc plus que le thon. En attendant, il fallait s'entraîner à préparer du riz à sushi et des nigiri.
Il y a un voilier là-bas, monsieur. La première à repérer le navire fut Pochi, de service au poste de surveillance. Tama, allongée paresseusement sous le mât, se redressa, les oreilles frétillantes. Grimpant rapidement à l'échelle de corde, elle emprunta le télescope à Pochi et observa le navire. Il n'y a personne là-bas? Comme elle l'avait dit, le navire qui dérivait vers nous était sans équipage. En consultant ma carte, je vis que 4 flottes de 28 navires au total, sur la route devant nous, dérivaient sans équipage. Quelques-uns s'étaient échoués, mais c'était quand même étrange. Pourquoi tous étaient-ils sans équipage? En regardant la carte, je ne vis aucun monstre rôder dans les environs. Qu'est-ce qui se passe? Comme Tama, Arisa était restée allongée à cause de la chaleur, mais elle se redressa et se protégea les yeux pour observer. Maître, la décoration capillaire de la larve brille, je vous le signale. Mia et Nana attirèrent mon attention sur la barrette de Rei, qui laissait effectivement échapper une faible lumière. Satou, ce n'est rien, c'est juste du miasme purificateur. Pour rassurer Rei, l'air nerveux, j'activai ma vision miasmatique. Aïe, le vaisseau sans équipage qui fonçait droit sur nous était entièrement recouvert de gouttes d'encre noire épaisse, semblables à du miasme. L'aura sombre s'étendait du vaisseau à la dérive comme des tentacules, dont l'un avait déjà atteint le nôtre. Ce n'était pas un miasme ordinaire, il s'agissait donc sans aucun doute de l'œuvre d'un coupable non humain. À en juger par les histoires du roi squelette et des vaisseaux à la dérive que j'avais entendus à la taverne de Sutohandol, il était fort possible que le roi squelette soit en train de reconstituer sa flotte fantôme. Quoi qu'il en soit, nous devrions probablement enquêter sur le vaisseau avant de tirer des conclusions hâtives. Et donc, attendez une minute, je vais me débarrasser des miasmes. J'ai libéré ma lumière spirituelle, que je maintenais habituellement éteinte, à plein régime, chassant les miasmes autour de nous. Tout miasme qui touchait ma lumière spirituelle multicolore s'évaporait aussitôt. J'avais appris au village elfique que la lumière spirituelle pouvait dissiper les miasmes, mais c'était quand même incroyable de le voir de mes propres yeux. Je vais aller voir ce vaisseau une minute. Paix prudence, a crié Arisa nerveusement. Lui faisant signe, j'ai purifié le vaisseau à la dérive tout en explorant l'intérieur. Le fourneau magique fonctionnait encore, et il y avait de la nourriture sur la table et dans les marmites, la situation avait donc dû se produire très brutalement. À en juger par l'état de la nourriture, cela ne faisait probablement qu'un jour ou deux que les gens avaient disparu du vaisseau. Comme lors du célèbre cas du Mary Celesti, toute la cargaison était intacte, seul l'équipage avait disparu. Les documents à bord du navire indiquaient qu'il s'agissait du vaisseau amiral d'une flotte commerciale du royaume de Shiga, appartenant à un certain duc Vistal. Je ne connaissais pas ce nom, alors j'ai consulté mes notes de Tolma, qui regorgeaient d'informations sur les nobles. On y lisait qu'il était l'un des 3 ducs du royaume de Shiga et l'adversaire politique du duc Ugosh. Son territoire se trouvait au nord-ouest du royaume de Shiga, séparé de l'empire Saga par plusieurs nations plus petites. Une fois ma curiosité satisfaite concernant le duc Vistal, j'ai poursuivi mon enquête. Les pièces, objets magiques et autres biens dans la cabine du capitaine étaient toujours bien rangés. Il ne s'agissait donc clairement pas de l'œuvre de simples pirates. Combien de navires reste-t-il? 3? Arisa observait un autre navire sans équipage qui était apparu plus loin. Non, ce 25e est le dernier. Après environ 1 heure de navigation en mode vaisseau volant pour récupérer les navires à la dérive, nous avons finalement atteint le dernier. Les 3 derniers avaient été coulés par des monstres avant que je puisse les récupérer. Bien sûr, j'ai récupéré autant de corps, de cargaisons, etc. que possible. Le fait d'avoir pu récupérer 25 navires dans des mers où 3 peuvent être coulés en si peu de temps signifiait sans doute que le roi squelette était plus proche que je ne le pensais. Jusqu'à présent, je ne vérifiais son marqueur qu'une fois le matin et une fois le soir, mais maintenant, il me semblait devoir le vérifier toutes les heures. Pensez-vous que ce soit l'œuvre du roi squelette? Sûrement. Les marins de la taverne de Sutohandol avaient dit des choses comme « un navire à la dérive sans équipage est le signe certain d'une attaque du roi squelette, et les marins qu'il tue sont contraints de travailler dans sa flotte fantôme pour l'éternité. » Le roi squelette avait probablement ôté la vie à tous les équipages de ces navires et les avait transformés en marins morts-vivants au sein de sa flotte fantôme. J'ai utilisé ma main magique pour placer le dernier navire inhabité en stockage. Une fois cela fait, j'ai pu ouvrir chaque navire comme un dossier et déplacer le miasme comme un objet. Il a disparu. Disparu? Pouf, monsieur. Au début, Rei avait été surprise de voir les navires à la dérive disparaître, mais maintenant elle semblait habituée, elle se tenait avec Tama et Pochi, observant le petit tourbillon créé par la disparition du navire. Larve, ne te penche pas trop, tu risques de tomber, je te conseille. Danger. D'accord, je suis désolé. Rei s'écarta docilement de la rambarde. Et toi, on n'est pas en danger aussi, messieurs? Bien sûr que si. Revenez sur le pont immédiatement avant de tomber. Tama et Pochi semblaient se sentir abandonnés,
alors Lisa les gronda doucement. Ah oui, oui, monsieur. Tama et Pochi semblaient étrangement joyeux d'être réprimandés, et ils sautèrent sur le pont avec un grand sourire. Maître, il y a quelqu'un dehors. Lulu, qui observait à travers la lunette d'un fusil magique de précision, cria d'une voix inhabituellement forte. Ce fusil magique était un objet que j'avais fabriqué en réutilisant l'un des petits canons magiques des navires coulés. Il n'était qu'un dixième de la puissance de l'original, mais je le trouvais quand même assez impressionnant pour un objet transportable par une seule personne. Il était également équipé d'une batterie à pièces bleues, ce qui permettait à même Lulu de l'utiliser. Ah, il coule. Oups, ce n'est pas le moment de me lamenter. J'ai décollé du pont et utilisé transparence et main magique pour récupérer l'homme à la mer. Le miasme semblait l'avoir assommé, alors je l'ai soigné et je l'ai laissé se reposer dans l'une des cabines des invités. Je voulais lui demander ce qui s'était passé lors de l'attaque de son navire, mais il semblait plus faible que je ne le pensais, donc nous ne pourrions peut-être pas obtenir d'informations de lui avant d'atteindre la Lagie. Alors c'est un noble du royaume de Shiga? Le second fils du marquis Ashinen, on dirait. D'après mes notes de Tolma, la maison du marquis Ashinen était l'une des plus influentes de la capitale royale. Et son père, l'actuel chef de famille, était le vice-roi de la cité labyrinthe Selivra, que nous avions prévu de visiter prochainement. Coïncidence heureuse. Allons à la Lagie. Nous croiserons quelques repères de pirates en chemin, alors mieux vaut s'armer et se tenir prêt. Compris. Lisa acquiesça et descendit avec le reste du groupe. Satu, qu'est-ce qu'il y a? Rei, resté sur le pont, me regarda d'un air grave. Mon cœur fait un bruit, bruyant. Pensant qu'elle sentait la présence du roi squelette ou de Yuuneya, je consultai la carte, mais aucun signe d'eux. La menace la plus proche était un monstre marin pieuvre de niveau 50 qui rôdait non loin de la Lagie. Il y avait eu au moins un ou deux monstres de ce genre dans la plupart des territoires maritimes que nous avions traversés, il ne semblait donc pas utile d'en parler. Je décidai de rester sur mes gardes par mesure de sécurité, mais même après avoir vaincu les pirates et être arrivé au royaume de sorcellerie de la Lagie, les craintes de Rei ne se concrétisèrent jamais. C'était probablement son imagination. La capitale de la Lagie se trouvait au fond d'une baie de la taille de celle de Tokyo. Contrairement au royaume de Shiga, au lieu d'une porte d'eau physique à l'entrée de la baie, il y avait une barrière magique invisible. Elle ressemblait à celle de la forêt de Bolénan qui protégeait le foyer des elfes. Pas étonnant qu'ils aient appelé cet endroit le royaume de sorcellerie. Tilti s'est incliné, n'est-ce pas, monsieur? Tama et Pochi se penchèrent sur le côté pour épouser la surface inclinée de la capitale de la Lagie. Cherchait-il un angle perpendiculaire à la mer? Plus petit que la Lagie, le château de la branche nord de la Lagie. Un château flottant prêt au combat qui supervisait la discipline des habitants de la terre. Plus grand que, Rei entra en transe et parla en levant les yeux vers la ville. D'innombrables bâtiments blancs entouraient une énorme structure conique qui était probablement le château. Au sommet se trouvait un objet mystérieux semblable à la protection de la lumière céleste du château royal d'Ishrali. La plupart des bâtiments autour du château étaient assez hauts, mais la périphérie de la ville était principalement constituée de maisons à 1 ou 2 étages. Le fait que la ville entière soit inclinée indiquait probablement un atterrissage d'urgence au sol il y a longtemps. À son retour de transe, Rei plissa les yeux en humant l'air. Ça sent, un peu, sucré. C'est l'odeur des pâtisseries, je vous informe. Et même, du sucre. Le royaume de sorcellerie de la Lagie était probablement le plus gros producteur de sucre sur la route du sucre. Il semblait même y avoir une raffinerie de sucre dans la capitale royale. Tandis que Rei écoutait Nana et Mia discuter des friandises qui pouvaient bien nous attendre en ville, l'anxiété qu'elle avait évoquée avant notre confrontation avec les pirates s'était dissipée sans laisser de traces.